Allons-y, du coup je vais faire un laps de présentation et j'ai prévu qu'on ait aussi un temps d'échange tous ensemble pour partager vos questions, échanger sur vos questions. Donc c'est parti, je suis Rémi, 25 ans de passion. Donc merci les organisateurs, les bénévoles du Brainscamp pour nous permettre de la partager, voilà, et de se retrouver, c'est toujours sympa. Mon parcours, voilà, qu'est-ce qui est marquant, pourquoi je vous parle aussi de REST aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tôt et j'étais committaire RESTlet. J'ai fait mes premières API hypermédia en 2017 en tant que, on va dire, sceptique aussi, en tant que sceptique, parce que comme tout développeur, j'ai eu ma période où je pensais que avec un bon tooling CRUD, on allait faire pas mal de choses. Et je suis un ancien de Zenviewer IT, un Scala Shop, racheté par Fabien Novel, et maintenant je suis le cofondateur et directeur technique de Synaco. J'ai écrit un petit e-book avec Antoine Krask sur le Quality Engineering, donc une manière qui détaille un peu les concepts et comment faire de la qualité totale sur le logiciel. Et donc aujourd'hui, Synaco est une boîte de service, voilà, une boîte d'architectes pour aider les clients qui sont convaincus que le business passera par notamment des applications et des architectures modernes. Voilà, donc je vais vous parler de 5 choses. Comment on fait justement une API qui parle le métier, comment on les conçoit, comment on capture le métier dans une API, comment du coup au jour le jour on a une approche design first et concrètement comment on s'y prend pour faire du design first d'API et du coup comment ça fluidifie le flow de toute l'équipe au global, aussi bien sur l'aspect front que sur l'aspect back. Et puis tout un aspect cache qui il faudra s'accrocher, mais qui est hyper intéressant pour bien comprendre du coup les avantages aussi de faire ce genre d'API hypermédia. Voilà, donc si ça c'est les grands concepts. Si on parle déjà un peu plus sur comment ça se décline, donc toute la première partie sur l'aspect design first. Donc là, je vais vous parler d'OpenAPI, de JSON Schema et de tout le tooling qu'on peut utiliser justement pour fiabiliser cet aspect design first. La deuxième partie, c'est ce qu'on voit au milieu sur TypeScript. Donc dans un environnement full stack, front et back, comment on a pu dériver de tout cet effort de design first des types pour justement fluidifier et fiabiliser ce qu'on peut faire au niveau front et au niveau back. Donc au niveau front, je vous parlerai de comment on peut exploiter justement tout ce qu'on peut faire en tant qu'hypermédia, comment on exploite les capacités hypermédia niveau front, voilà, comment ça peut nous aider niveau front. Je vous parlerai concrètement comment ça transite par le réseau, parce que quand on parle d'API, il y a quand même, c'est le cœur du sujet, c'est comment on parle, comment on transite, comment on fait transiter de l'information par le réseau pour exposer aussi bien les données que les traitements. Et je vous parlerai du coup comment on s'y prend côté serveur pour tout simplement l'implémenter. Voilà, donc ça c'est pour vous poser un peu les briques, vous poser aussi les noms de technologies. Donc voilà, ça c'est la big picture de ce que je vais vous détailler maintenant. Donc déjà la première question c'est pourquoi parler d'hypermédia? Pourquoi parler de REST hypermédia? Donc REST c'est quelque chose qui a été théorisé dans une thèse de philosophie par monsieur Fielding, Roy Fielding dans les années 2000. Pendant toutes les années 2000, il y a eu beaucoup de discussions entre architectes sur une API RESTful. Et il y a un post assez connu en 2008 de Roy Fielding qui dit non mais moi j'en ai marre qu'on parle de REST alors que tout ce que je vois c'est du RPC, donc du Remote Procedure Call, une espèce d'évolution de SOAP où je vois pas en quoi c'est REST. Donc il y a tout, je vous ai mis le lien tout en haut où il détaille tout ce qu'on devrait retrouver justement pour être sûr que ça soit bien RESTful. Et donc là, j'ai juste retenu un extrait qui me semble un peu essentiel et la motivation essentielle à se dire on va faire du REST.
c'est que tout l'effort, ça a été de se dire que REST, c'est comment on va utiliser un protocole, on va dire technique, le plus uniforme possible, pour se concentrer au maximum sur capturer les concepts métiers, capturer l'état de l'application et capturer comment on peut manipuler justement l'état avec une logique métier. Et voilà, du coup, il dit on devrait se concentrer justement sur décrire l'état et décrire comment on va manipuler les ressources pour modifier l'état du système. Voilà, donc ça c'était en 2008. Donc ça, c'est des choses où on se dit oui, comment faire. Et en 2010, il y a un collectif d'architectes à l'occasion d'un bouquin qui avait du coup décrit un peu les niveaux de maturité, d'une API REST. Et ça avait été repris par un architecte assez connu, là, Martin Fowler. Donc il y a tout un article, etc. sur c'est quoi les différents niveaux. Et on voit que le dernier niveau, c'est justement comment on peut utiliser l'hypermédia. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, on va dire en 2022, c'est que aujourd'hui, pratiquement tous les développeurs, on leur dit est-ce que tu sais faire du REST, une API REST, ou est-ce que tu as déjà consommé une API REST? Globalement, c'est oui. Enfin, tout le monde a une bonne idée. Oui, j'ai fait un get, j'ai fait un put, j'ai fait un post, je vois à peu près, oui, etc. J'ai manipulé. Donc, et en plus, en termes de, on va dire depuis 2010, le tooling autour des API REST a quand même beaucoup évolué. Donc il y a encore 5 ans, on était encore en train de se poser la question sur est-ce qu'on utilise Ramel, est-ce qu'on utilise Swagger, qu'est-ce qui est le mieux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un consensus autour de certaines technologies, du coup le langage, la manière de décrire des API, OpenAPI, ça c'est standardisé, on est au standard 3. Il y a, le tooling est riche, aussi bien sur tout ce qui est API Manager, API Gateway, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est devenu assez universel. Et pour autant, quand on se dit, quand on présente à des développeurs l'hypermédia, le feedback qu'on a, c'est ouais, j'en ai entendu parler, ouais, ça a l'air bien, mais honnêtement, j'ai jamais vu d'exemple concret. Quand je regarde sur GitHub ou je recherche sur le web, je vois qu'il y en a qui en parlent. Il y a un petit article qui dit ça peut être bien pour ça, etc. Mais il n'y a pas, il y a pas de framework, il n'y a pas de tooling. Je vois rien, quoi. Je vois rien. Et en plus de ça, c'est vrai que c'était un sujet très chaud dans les années 2000. Aujourd'hui, dans les années 2020, on parle plus de GraphQL que d'hypermédia. Pour autant, voilà, moi ça m'a intéressé d'approfondir justement pour ça, en se disant, franchement, ce qu'on fait en niveau 2, ça marche quand même bien, c'est assez bien diffusé dans la communauté des développeurs. Il n'y a peut-être pas grand-chose justement pour aller attraper le niveau 3. Et du coup, qu'est-ce que ça ferait concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on peut gagner à aller attraper ce niveau 3 avec cette promesse? C'est vrai qu'in fine, on est tous des développeurs, mais on développe pour une cause, une finalité, un métier, on capture du métier. Donc moi, ça m'a toujours passionné d'approfondir ça. Et du coup, j'ai eu l'opportunité justement de dire, ok, allons-y, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Donc un peu mon talk, c'est comment peut-être justement par ce partage aujourd'hui avec vous, apporter cette pierre que la flèche orange devienne un peu plus verte et on verra jusqu'à 2030 ce qu'on arrive à faire sur le sujet. Donc comme promis, j'étais pas là pour faire de la théorie, j'étais pour vous montrer concrètement les choix qu'on a pu faire dans un contexte réel et des contextes réels. Donc allons-y. Donc la première chose, c'est il faut, on a dit, on va faire de l'hypermédia. Donc l'hypermédia, c'est concrètement mettre des liens. Donc il faut parler en lien. Donc là, pas de théorie sur le web sémantique, etc. Il y a là, il y a une première friction qui est oui, ok, mais je prends quel format je peux prendre pour décrire mes liens. Donc là,
le dernier en date, il y a Antoine Chéron, quelqu'un que je connais bien, qui a fait une thèse à côté à l'INRIA là, sur le sujet. Donc il a pu comparer les différents formats. Il y a aussi quelques articles. Donc nous concrètement, ce qu'on a choisi, et ce que j'ai choisi plusieurs fois, c'est le format HAL. Et l'avantage qu'il a, c'est que finalement c'est le plus compatible, et même il est complètement compatible à ce qu'on ferait naturellement. Donc ce qu'on ferait naturellement dans une API REST niveau 2, c'est on ferait tout ce qu'on voit en vert, les données. Donc on met un champ, une valeur, un champ, une valeur, ou un champ, un objet, etc. Enfin on fait du JSON. Du JSON. Et concrètement, ce qui est bien avec HAL, ou HAL, je ne sais pas exactement comment on dit, c'est que finalement on a juste à rajouter un objet en plus. Donc tout ce qu'on ferait d'habitude, on peut continuer à le faire, ça ne change rien, on rajoute un fragment. Et du coup, qu'est-ce qu'on rajoute ? On rajoute justement les liens. Les liens, et là on voit qu'il y a un peu de métier, donc déjà on voit les liens sémantiques. Donc ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est quelque chose qu'on découvre assez rapidement au début de sa carrière, c'est qu'on essaie d'exprimer les relations entre les concepts avec de la sémantique. Et donc là, si je prends un seul exemple, c'est parmi quelques adresses d'un client, on peut avoir une adresse principale. Donc là, la relation entre le client et l'adresse, c'est principal, donc on met que c'est l'adresse principale. Donc c'est le nom de la relation, et on peut directement donner un lien vers quelle est l'adresse. Donc ça nous permet, on voit, d'exprimer, en plus des données sur le client, qu'est-ce qui est intéressant de relier au client, et qu'on peut aller attraper, etc. Voilà, donc c'est assez, on voit les liens au sens découvrabilité du métier. Ensuite, là, c'est quelque chose d'assez non standard par rapport à ce qu'on peut découvrir sur HAL, mais c'est comme ça qu'on l'a fait nous. C'est les actions. C'est après, on a envie de manipuler la ressource. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi dans la théorie REST, c'est on a envie de manipuler la ressource. Du coup, pour manipuler la ressource, on donne finalement ce qui est disponible pour manipuler la ressource par le réseau. Et enfin, le dernier qui peut paraître un peu redondant, puisque globalement c'est avec ça qu'on a négocié la représentation de la ressource, qui est le lien sur soi-même. Donc en plus de l'ID, on donne bien une URI, une URL, qui a plusieurs, qui au final qui paraît redondant mais qui est assez fondamentale, puisqu'elle sert aussi bien d'identifiant de la ressource au sens unique, elle sert aussi du coup d'endroit pour négocier la représentation. Donc quand je dis négocier la représentation, c'est, si je fais un raccourci, c'est récupérer un JSON. Voilà, c'est faire le XHR dessus, récupérer un JSON. Et ça sert aussi en lien, c'est-à-dire que ça sert aux autres pour relier à ce client. Donc si on veut dire que ce client est concurrent d'un autre, on peut faire des liens entre les clients en utilisant ce lien-là. Et ça sert de clé de cache. On y reviendra. Donc voilà, on voit, c'est un fragment qu'on ajoute à ce qu'on ferait comme d'habitude. Et ça, c'est quelque chose, pour que ça marche bien, c'est quelque chose qu'on s'est un peu retenu comme guideline dans l'équipe. C'est, oui, mais qu'est-ce qu'on ferait si on ne faisait pas de l'hypermédia ? Oui, ok, déjà, il faut que ça marche comme si on ne faisait pas de l'hypermédia, et on rajoute du bonus. Et ça nous a beaucoup aidé, en fait, de raisonner comme ça. De raisonner avec ce mindset, c'est on va choper le niveau 3, on n'est pas en train de faire le bing bang sur tous les niveaux. Voilà, donc ça, c'est ce qui transite par le réseau. Donc comme je vous disais, là, je vais, après, dans un contexte design first, qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'hypermédia ? Donc là, globalement, rien de spécial, si ce n'est que, à la fin, on décrit nos schémas. Donc on fait de l'open API, rien de plus standard. Là, ça ne change rien. Et là, du coup, moi, ce que je peux vous transmettre, ce qui nous a quand même aidé, c'est en tout-ligne, c'est d'utiliser YAML. Parce que si on doit nous-mêmes éditer du JSON pour faire nos schémas OpenAPI, ça peut être un peu fastidieux. Et globalement, YAML, ça nous a beaucoup aidé pour faire des diffs, pour commenter, etc. C'est plutôt bien. Donc là, tout fonctionne. Voilà, rien de spécial. Du coup,
sur la ressource en elle-même, donc pour décrire justement le format du JSON. Bah là, pareil, on utilise le standard, et là, pareil, ça nous aide bien, c'est qu'on ferait comme on fait d'habitude, et on rajoute notre objet lien, et on décrit tous les liens possibles. Tous les liens possibles. Donc là, finalement, assez naturel, assez facile. Donc là, pas de spécificité. Et du coup, comme on n'a pas de spécificité, ce qui est super, c'est qu'on a pu utiliser justement, alors du coup on a utilisé Stoplight, mais il y en a plein, il y a plein d'autres. Comme je disais, l'écosystème il est assez riche si vous voulez collaborer ou éditer une documentation d'API d'abord. Et donc là, vous pouvez utiliser, nous on a utilisé Stoplight, du coup ce qu'on a, c'est-à-dire à partir du moment où on a fait ça, de manière pratiquement gratuite, en tout cas assez facile, on peut utiliser n'importe quel tooling pour avoir une belle doc d'API. Une belle doc d'API où finalement on découvre et on a les liens et on voit bien les clés liens, etc. Ça marche bien, c'est direct. Du coup, on bénéficie aussi de tout le tooling pour que on ait le linter, vérifier qu'elle est correcte dans tous les sens. Et là, on rentre dans des choses un petit peu plus, un peu moins standard, voilà. C'est que comme on a fait l'effort de capturer le métier et de bien se mettre d'accord sur les ressources, donc le métier, et donc ça généralement on le déduit des specs, on le déduit des maquettes, on regarde les specs, les maquettes, et on dit ah oui ok, du coup qu'est-ce qu'il faudrait comme endpoint, qu'est-ce qu'il faudrait comme données, et on décrit le JSON schema. Et là du coup ça veut dire que très tôt dans le cycle de développement, on est capable de dériver du JSON schema des interfaces, là en l'occurrence TypeScript. Et du coup, là on est au cœur un peu de ce que je vous disais sur la collaboration front-dev, c'est qu'en équipe, on est capable de se mettre d'accord sur le schéma d'API, et en fait, là on a un Y qui fait que le front et le back, comme on s'est mis d'accord, ils peuvent tous les deux utiliser l'interface pour commencer finalement à faire de l'intégration front directement sur des payloads qui sont connus. Et le back aussi, ils ont déjà des interfaces. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver de manière assez standard. Et donc ça, c'est le petit bonus que nous, on a dû faire en plus. C'est que du coup, aller regarder tous les liens qu'on a mis pour être capable de dire sur chaque ressource quels sont les liens, donc les liens sémantiques, les clés sémantiques. Et donc le gros avantage de ça, c'est une clé de notre vélocité, c'est d'avoir du statiquement typé en TypeScript. Donc ça veut dire qu'on est capable de vérifier au build que globalement on a une chance que ça marche au runtime. Ça fait pas tout, mais du coup c'est une très bonne sécurité. Donc ça c'est une première chose qu'on fait. La deuxième chose qu'on a faite parce qu'on en a eu besoin, et je vous le détaillerai après, c'est de faire la même chose pour tout ce qui est à partir de l'OpenAPI. Où là, typiquement sur un endpoint de recherche, c'est intéressant de voir tous les paramètres qu'on peut manipuler. Donc là, avec la même propriété que je viens de décrire, c'est que ça permet rapidement de ne pas trop se tromper, de catcher les typos. Et c'est surtout que ça donne beaucoup de confiance sur la manière de modifier quelque chose. Par exemple, on s'est trompé, je sais pas, par exemple sur un mot métier, on s'est trompé, ah non, c'était pas un client, on a envie de faire un prospect, etc. En fait, avec des outils comme ça, on a confiance dans le fait que finalement on peut modifier, puisque le compilateur ou les outils de lint, etc. vont nous aider à avoir bon. Voilà. Du coup, on peut aussi dériver tout à partir de l'OpenAPI. Finalement, comme dans l'OpenAPI, on avait donné toutes les URL, on est capable aussi finalement d'en générer quelles sont toutes les URL. Comme ça, on les a à disposition dans un objet TypeScript et on verra quel usage on peut en faire. Voilà. Et donc, l'usage qu'on va en faire, si je reprends un peu ma big picture, c'est que si on a fait tout du design first, comme ça, on a fait l'effort justement de bien se mettre d'accord sur l'API, et derrière, on va pouvoir, du coup, en fait, on a fait une spec. On a fait une spec, on est parti du DocWord ou du Confluence ou du Wiki, peu importe, et on en a décrit un OpenAPI qui reste un peu spec, qui reste du descriptif. Et du coup, on va s'en servir, comme je vous disais, niveau front. Donc, je vais vous montrer comment on se sert des types
suffisamment TypeScript pour être sûr qu'au niveau front, bah, on est bon du premier coup. Et je vais vous montrer bah, comment on s'en sert niveau back aussi pour aussi servir les représentations des ressources bah, le plus directement bon. Quoi. Bah, c'est parti. Donc sur le front, je vais commencer par le front. Voilà, on va prendre le temps de détailler, ça va être un peu dense. Donc bah, si on fait de l'hypermédia, dans la théorie, REST, c'est bah, une API, c'est un point d'entrée vers le métier. Donc on rentre par une bookmark URI, et là, par suivi de liens qui se découvrent successivement, eh ben, on navigue dans l'univers métier et on passe de concept en concept, etc. Donc bah, ça veut dire que bah, c'est comme taper lemonde.fr ou westfrance.fr, puisqu'on est dans l'Ouest. Bah, on tape westfrance.fr, puis bonjour, bah, voici le menu, et puis là on clique sur un article, on clique sur un autre, on clique sur un auteur, etc. On découvre. Bah, du coup, l'API hypermédia, c'est un peu la même promesse, c'est de dire, bah, tu viens chez nous, et après bah, tu découvres les concepts, tu découvres les liens entre les concepts, et tu découvres en plus les capabilities, donc les moyens de manipuler les concepts. Donc bah, forcément, bah, pour exploiter ça, il faut se dire, bah, faut côté front, on exploite cette possibilité. On ne peut plus faire comme avant. Donc là, bah, on se dit, et là, la grande chance qu'on a, c'est de vivre dans les années 2020, où, eh ben, grâce à l'open source et grâce à un gars qui s'appelle Evert Pott, qui est maintenant au Canada. Le gars, ça faisait pareil, je pense, 7 ans qu'il tournait autour de REST, etc. Et la chance qu'on a, c'est qu'il a fait une lib qui s'appelle Ketting, qui fait, en fait, exactement ce qu'on voulait que ça fasse. C'est-à-dire, eh ben, on fait un point d'entrée, et ensuite, eh ben, on peut aller dans l'API, on arrive sur une ressource, on dit, bah, donne-moi la représentation, donc le state, et ensuite, une fois que j'ai le state, je peux faire des follow. Donc vous vous souvenez, mon adresse principale, je peux dire, ah bah je suis sur le client, bah maintenant je vais aller voir l'adresse principale, etc., etc. Et du coup, bah, on a une petite lib front qui fait ça. Donc, bah, c'est génial, quoi. C'est génial, c'est exactement ce dont on avait besoin. C'était une lib qui soit capable d'aller regarder dans le links, là, dans le links, et bah, de dire, on fait follow link, get, et puis bah, on récupère l'adresse principale. Et en plus de ça, eh ben, il avait tout pensé en termes TypeScript, c'est qu'en plus, quand on suivait un lien, on pouvait dire, bah, du coup, moi j'attends un objet qui est un objet du coup JSON, qui est interprété en objet JavaScript, du coup qui a cette tête-là, donc une interface TypeScript. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est juste une interface, quoi. C'est une interface. Et du coup, bah, là, on est sur du statiquement typé. Donc c'est ça aussi le gros avantage. C'est qu'on ne peut pas se tromper sur la typo, etc. Donc on a une manière de découvrir l'API. Bah, aussi bien les relations sont typées que les objets sont typés. Et donc on a une manière assez sécurisée justement de consommer l'application, consommer l'API côté front avec une sécurité au build. Donc je précise, hein, ça ne garantit pas ici quand on fait ça, même si on met qu'on attend un objet JavaScript qui devrait avoir cette tête-là, ça ne garantit pas que ça l'est vraiment. Et du coup, je vous montrerai comment justement on peut s'assurer de ça quand même. Et donc, ça fait deux choses de plus. Il y a toute une notion de cache, mais j'y reviendrai. Alors, déjà dans l'exemple précédent, il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu choqué, c'est, bah oui, à un moment donné, j'ai quand même été obligé de faire un go. On se dit, ah bah non, c'est quand même dommage, justement, on avait dit que l'hypermédia, c'était on rentre par un point d'entrée westfrance.fr, mais du coup, mon API.io, et après, bah, on navigue entre ressources et on navigue sur les liens. Et du coup, c'est dommage, parce que bah, dès le début, on commence par à construire une URL. Et on se dit, bah non, en fait, dans le front, une des règles, c'est qu'on ne devrait jamais construire d'URL. On suit des liens, point barre. Donc on se dit, bah ouais, mais il y a un problème, notamment parce que côté front, bah, faut aligner le routing front avec le routing back. Typiquement, bah, dans le front, je vais sur la fiche client, bah, du coup j'analyse
dans mon front l'URL, je récupère un client ID. Et là, comme je récupère le client ID, bah, faut bien qu'en premier lieu, bah, je récupère le JSON que j'appelle l'API pour récupérer le client qui correspond au client ID. Ah bah, du coup, on s'est dit, bah ouais, mais comment faire pour éviter justement de construire toutes les URL dans le front? Autrement dit, comment éviter d'avoir tout le layout d'URL dans le front, tous les endpoints du back, alors qu'on a dit qu'on voulait juste suivre des liens. Et ben là, c'est pareil, ça tombe bien, il y avait quelque chose qui marchait parfaitement, c'est les liens templétés. Donc c'est des liens qui sont pas complets, voilà, où on peut mettre voilà, il y a des placeholders, on peut mettre des placeholders, et en plus c'est un standard, et en plus c'est implémenté dans Keting. Oh bah génial. Et bah du coup, ce qu'on s'est dit, bah c'est simple, du coup, notre point d'entrée, notre bookmark API, le point d'entrée de l'API, bah là on n'a qu'à mettre les raccourcis. Donc bah, on met les liens raccourcis. Et donc c'est ce qu'on a mis dans le slash API, on a mis tous les raccourcis. Et c'est ce qui permet bah, d'écrire tout naturellement que si on veut un client, bah, on connaît le raccourci depuis le slash API, et depuis le slash API, on prend le raccourci avec le template, et en plus de ça, on utilise bien un lien qui est donné par le back. Et voilà. Et du coup, c'est parti, on maintient un peu la contrainte reste de ne suivre que des liens à partir du slash API. Voilà, donc ça, c'était hyper important. Il y avait une itération précédente, mais qui était assez moche, qui était que dans le routing front, au lieu de mettre le client ID, on avait mis complètement en base 64 le href, enfin du coup l'URI du client, mais ça semblait pas très naturel. Voilà, du coup, c'était un peu pas très naturel par rapport à ce qu'on ferait d'habitude. Donc voilà, encore une fois, ça nous a aidé de se dire, oui, mais attends, comment on ferait d'habitude et comment on se remet d'équerre. Et voilà cette manière de faire. Donc ça, bah, on va dire, c'est le fetching. Là, on a traité le data fetching côté front. Voilà, c'est un peu une manière évoluée de faire un await fetch. Et l'autre itération, c'est de se dire, oui, mais bon, maintenant, quand on fait du Vue, du React, etc., il n'y a plus personne qui fait du fetch. Voilà, on utilise tous quelque chose de plus évolué, justement, qui gère est-ce que je suis en train de loader, pas loader, est-ce que j'ai une erreur, pas une erreur. Donc on va aller chercher dans l'univers React, je vous parlais de React, mais je sais que ça existe aussi côté Vue, du useQuery, donc, ou du useSWR, donc quelque chose de Vercel, qui fait le loading pour nous. Et bien là, pareil, la chance qu'on a, c'est que il y a React Keting, donc Keting en mode React, qui est l'équivalent de useQuery ou useWR, qui nous permet de faire quoi? Bah, tout simplement de dire, moi je vais utiliser telle ressource, le shape de données, c'est le client, là c'est notre petite sauce à nous pour dire, et en plus je vais récupérer les liens hypermédias du client, je suis le raccourci depuis slash API getClient avec tel paramètre, et après bah, je récupère directement, donc en hook, bah, si c'est en train de charger, les données, et je récupère mon useFollow. Et ce qui fait que si je veux l'adresse principale du client, eh ben, j'ai juste à faire un useFollow de adresse, du lien adresse principale, et là pareil, je récupère un loading sur l'adresse principale, la donnée et un useFollow. Et donc voilà, c'est une surcouche à fetch pour dynamiser l'écran. Voilà, l'écran, il sait s'il est en train de charger, pas charger, si on est en train de suivre le lien, etc. Et l'autre effet de ça, c'est que Keting, j'ai déjà dit tout à l'heure et j'ai dit que j'y reviendrai, et là je vais vous dire encore que j'y reviendrai, mais c'est quand même assez important, c'est que du coup Keting a un cache. Et donc si je fais le parallèle à ce qu'on ferait dans des architectures front classiques, c'est qu'on va utiliser un global store. Un global store pour gérer le fetching. Et donc là, globalement, React Keting nous donne la même chose, c'est-à-dire qu'on a un global store sur le fetching. C'est-à-dire que si on a déjà récupéré le client 2 secondes avant, bah c'est vrai que si quelqu'un refait le get, dire moi je veux ce client, c'est simple, on dit oui, mais moi je l'avais déjà, je te le redonne. C'est en cache. Encore une fois, je reviendrai, mais du coup, un des effets quand même d'utiliser l'hypermédia,
c'est que tout ce qui est clé de cache, bah, c'est résolu, hein, c'est des trucs qu'on connaît depuis toujours, c'est la clé de cache, c'est l'URL. Donc comme le navigateur, en fait, comme le navigateur. Donc c'est assez naturel de raisonner cache quand on fait de l'hypermédia. C'est tellement naturel que du coup Keating propose du coup un cache lui-même qui marche bien et qui qui a les features justement de cache et de faire de la request deduplication. Donc s'il y a deux endroits de l'appli où on veut afficher le client, finalement c'est dédupliqué, on a déjà une XHR sur la ressource, donc il renvoie la même ressource, ça évite de faire plein de calls. Et en plus de ça, si il y a un changement, automatiquement ça déclenche le refetch et ça met à jour le data, ce qui fait que du coup le front est réactif par rapport à des changements. Voilà, donc côté front, ça veut dire que tout le data fetching, donc le use params là, c'est je lis les paramètres de mon routing front et en fonction de mes paramètres du routing front, je vais chercher un point d'entrée dans l'API, un raccourci, et à partir de /API, après je fais mes follow pour aller récupérer les données nécessaires à mon écran. Et ce qui fait que dans tout le front, on a un data fetching qui s'écrit généralement en 4 ou 5 lignes, comme ça, assez clean. Voilà, donc ça c'était côté front. Donc ouais, côté front, on a bien exploité ça. Côté back, du coup, c'est pareil. Même principe, on fait comme ce qu'on ferait d'habitude, sauf qu'il faut rajouter les liens. Donc après, la question c'est comment on rajoute ces liens. Donc une version sans lien, si on part de ce qu'on ferait d'habitude, on va dire dans un. Donc là j'ai pris Fastify. Voilà, si on prend Fastify, on dit en gros voici le PAF. En fonction des paramètres, on va faire la requête en DB et on envoie le client. Donc on dit faut faire comme d'habitude, sauf qu'en fait faut donner les liens. Donc là en fait c'est pas très compliqué dans le sens où on renvoie la même donnée. Là on donne le lien vers soi-même, donc on dit je reconstruis le lien et après je donne mes liens sémantiques. Donc là c'est une clé objet lien. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est bien le lien sémantique, adresse principale, et ensuite on donne l'opération et les paramètres. Donc globalement, là c'est pareil, c'est je l'ai marqué ici, ça revient à mapper ce qu'on appellerait les foreign keys en modélisation DB. Donc les liens, généralement c'est des foreign keys ou des keys d'association. Les keys d'association, on les transforme en liens. C'est-à-dire que les choses qu'on connaît en base de données sur les liens base de données, du coup on les donne directement dans le front en disant moi je connais les liens, en fait je peux te les donner. Et donc on les donne directement. Et donc là on voit une manière de les construire. Et là pour les construire, c'est pareil, pour éviter partout dans le bac de construire des URL avec de la string interpolation et du slash, etc. On utilise une petite techno de reverse router où on donne le nom de l'opération tel qu'on l'avait mis dans la description d'API et on dit les paramètres. Et donc là c'est pareil, ça nous permet de vérifier que on se conforme bien à la documentation, etc., qu'on a les bons noms de paramètres, que c'est statiquement typé, etc. Donc voilà, si on fait des typos sur l'OP, sur les params, ça vérifie tout ça pour nous. Voilà, donc c'est une manière assez directe finalement d'être sûr qu'on génère les bons liens. Là, c'est la deuxième partie, c'est que c'est assez standard dans Fastify, mais toute la génération qu'on a pu faire de type TypeScript, on peut l'exploiter en standard directement dans Fastify, où on dit que l'objet param, du coup ici, devient typé par rapport à un type TypeScript, que du coup ce qu'on va renvoyer ici est aussi un type TypeScript, donc tout dans le body ici, ça va nous permettre de vérifier en TypeScript qu'on a une chance, toujours une chance, de renvoyer un payload qui se conforme à ce qu'on avait mis dans la doc. Donc quand je dis une chance, voilà, on reste sur du typage TypeScript.
typage TypeScript, ce qui fait qu'au runtime, si l'objet ne correspond pas au type, il n'y a rien qui peut nous le dire. Donc voilà, bah là on exploite complètement, voilà, donc on sécurise partout, on blinde le back pour être sûr que ça se conforme bien à ce qu'on avait décrit dans la phase spec design first. Et donc la dernière brique, c'est que là pareil c'est un mécanisme standard aujourd'hui de Fastify grâce à Fast JSON Stringify, c'est que du coup pour s'assurer que du coup l'objet JavaScript qui est sérialisé en JSON à la fin correspond bien au JSON schema qu'on avait mis dans la doc d'API, et ben là ça utilise une lib qui prend l'objet JavaScript et le passe au crible du JSON schema. Et du coup c'est la dernière brique qui fait qu'au runtime on s'assure que l'objet qui va transiter par le réseau correspond de manière très précise exactement au JSON schema. Donc ça évite tous les problèmes des champs qui leak où le champ était obligatoire dans le JSON schema mais en fait on l'a pas mis, ce qui fait qu'on s'est tout bindé sur l'obligatoire, etc. Donc ça sécurise le fait que au runtime ce qui va transiter correspond exactement au JSON schema. Voilà, donc juste pour vous dire, voilà, que ça c'est le message là-dessus, c'est que c'est relativement, il n'y a rien de très compliqué et c'est même plutôt standard par rapport à ce qu'on ferait d'habitude, ce qu'on pourrait faire. Voilà, bah, du coup, en termes de tooling, du coup, Postman fonctionne très bien, c'est-à-dire que même dans Postman, on peut cliquer sur le lien, faire plus, etc. Après, nous, on s'est fait un petit raccourci à Postman, un petit API Explorer qui est globalement 200 lignes de React. Hein. Donc c'est pas non plus un gros tooling, mais qui nous permet finalement, quand on découvre justement toute l'API, les liens intermédiaires, on retrouve directement dans le header l'Operation ID, ce qui fait qu'on est capable de faire le lien avec la doc et d'avoir un lien directement avec la doc. Et en plus un peu de colorisation syntaxique pour s'y retrouver, un peu plus une colorisation syntaxique HL. Voilà, donc c'est un... Et du coup, ce qui est bien, c'est que comme on a fait en fait du standard OpenAPI, tout l'effort qu'on a fait en Design First, OpenAPI, on peut utiliser aussi n'importe quel API Gateway, n'importe quel API Manager, ou comme pour la doc, ce que je vous montrais tout à l'heure avec Stoplight, on peut donner l'OpenAPI directement à l'API Manager ou l'API Gateway pour que lui, il commence à regarder toutes les routes, etc. Donc, encore une fois, on s'appuie sur l'écosystème mature niveau 2. Voilà, donc ça, c'est un peu la conclusion de cette partie sur tout l'effort qu'on avait fait pour bien décrire notre API et ce qui est une manière d'implémenter du logiciel. C'est on part de la spec, on design l'écran, on design l'API, et une fois qu'on est OK sur le design de l'écran, la spec, on part en intégration et on part en intégration API développement. On fait des allers-retours. Et derrière, tout l'effort qu'on a pu faire ici, on le capitalise aussi en implème avec tout ce que je viens de vous expliquer. Donc on le capitalise côté front avec Ketting et React Ketting, et on capitalise côté back en utilisant au maximum tous nos schémas pour sérialiser, et aussi tous nos types TypeScript pour vérifier qu'au build, on est conforme. Voilà. Et donc après, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, qui est le sujet qui peut être un peu technique, mais qui est néanmoins hyper intéressant. Parce que justement, en fait, il est intéressant pas qu'au côté technique, il est intéressant côté métier. Un peu côté métier, la manière d'influencer la conception des ressources. Et justement, la granularité des ressources. Donc le cas d'utilisation, pour que tout le monde comprenne bien. On est sur un écran qui a la liste des clients. Sur la liste des clients, du coup, il y a une liste, chaque client a son adresse. Et puis du coup, j'aimerais bien faire un truc un peu sympa qui fait que une ligne, on a l'adresse du client, après on a le contact principal, et puis après on a 2-3 alertes. Ce qui fait que si déjà on veut mettre 8 clients sur l'écran, en fait faut d'abord qu'on nous dise c'est quoi les 8 clients, qu'on récupère les 8 clients,
ensuite qu'on suive le lien de chacun des clients, donc on récupère les 8 adresses. Les adresses ont un pays, donc faut suivre chaque adresse de chaque pays. Et là, c'est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y en a que 2. Après, il y a 8 contacts, et après, il faut aller chercher les collections d'alertes. Donc, est-ce que mon calcul est bon? Je pense. Et donc là, on voit que si on fait en mode dévoilement progressif de l'API suivi des liens, finalement, on a 35 négociations de contenu à faire, on a 35 XHR à faire, 35 get à faire, 35 fetch à faire pour l'écran. Donc là, on se dit, ouais, quand même, niveau perf, ouais, on fait 35 requêtes rien que pour un écran, faudrait peut-être optimiser, ça me paraît pas très optimisé, etc. Et donc, les 2 scénarios extrêmes, c'est on se dit, ok, donc, dans ce cas, si ça nous stresse, on n'a qu'à tout charger d'un coup. Donc, on fait un seul XHR, un gros get, qui doit tout nous renvoyer. Ou sinon, alors du coup, j'ai inversé par rapport à mon slide, mais j'ai fait le point 2, ou sinon, on fait ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'on fait comme on a dit qu'on ferait, c'est-à-dire qu'on fait slash API, on va retrouver tous les clients, on fait find client, les clients, ça nous donne les 8 liens, et on suit les liens, et on suit le lien. Et là, en fait, ça peut être. En fait, c'était un vrai sujet dans les années 2010. Mais en fait, là, on a de la chance, c'est qu'on est en 2020. Et en 2020, il y a HTTP3 qui arrive, et en fait, HTTP2 est massivement diffusé. Si bien que, voilà, si vous utilisez n'importe quel cloud provider, ça revient à une tick box. C'est une tick dans la console. C'est activer HTTP2. Et là, pour le coup, il n'y a plus de problème à faire plein de requêtes, en fait. Parce qu'on utilise une connexion par domaine. Sur la connexion, on peut faire plein de requêtes. En plus, les requêtes, elles peuvent renvoyer de la data, pas dans le même ordre, etc. Donc là, on bénéficie de tous les efforts qui ont été faits sur les stacks niveau 4, voilà, niveau 4, niveau 7, sur HTTP2 et HTTP3 qui arrivent, où en fait, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Donc en fait, et en fait, on a fait le test, et là je vous ai mis le lien parce que justement le gars qui a fait Ketting, il a fait tout un document qui détaille, c'est hyper intéressant à aller voir. Le gars, il a dit qu'il avait passé 100 heures à faire un blog post où il détaille, et on voit bien la logique de fetching, et on voit bien comment les questions qu'on pouvait se poser dans les années 2010, en 2020, c'est pratiquement pas une vraie question de se crisper dessus. Mais quand même, il y a moyen d'optimiser. Et le moyen standard en HAL de le faire, c'est au moment où je renvoie le client, je suis sympa, je peux quand même lui donner de la data d'une ressource liée. Et donc là, si je prends le cas de l'adresse principale, c'est de dire dans un objet embedded, underscore embedded, je lui donne la donnée, toute la représentation de la ressource de l'adresse principale, ce qui fait que en un XHR, en un fetch, en un get, je peux quand même récupérer un graphe de données. Et donc, on se dit, ouais, on va en faire plein, et sur un projet, justement, on était un peu parti bille en tête à optimiser tout de suite le fetching avec l'embedded. Et en fait, ça nous a plus posé problème qu'autre chose, et on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de rester sur, justement, bien suivre les liens et pas optimiser trop rapidement ou trop en avance. Voilà, c'est les risques de l'optimisation précoce. C'est que du coup, si on fait ça, on augmente la latence. En plus, si vous vous souvenez, si on a 2 pays, en fait, on n'avait que 2 pays. Donc, en croyant bien faire, c'est-à-dire on pensait que c'était bien, parce que le pays, je peux quand même le donner, du coup, au lieu de donner le pays 2 fois, si je le donne à chaque fois que je donne l'adresse, en fait, je le donne 8 fois. Donc, en fait, ça sert à rien. Et du coup, je me prive en plus de mettre un cache sur la ressource pays. Donc voilà, c'est les risques un peu de l'optimisation précoce. C'est que on a une latence augmentée, on va faire de l'overfetching au lieu de l'optimiser, et en plus au niveau dev, on se casse la tête pour finalement pas gagner grand-chose. Après, c'est quand même intéressant de voir, c'est intéressant parce que il y a plein de leviers, ça donne plein de leviers pour optimiser. C'est qu'on peut optimiser au niveau middleware. Donc là,
hop là, on peut optimiser avec un middleware, et là on retrouve une propriété, une contrainte de REST qui est layered architecture, donc une architecture en couche, où avec une couche de middleware, eh ben on l'a codé, on l'a fait, on a un petit middleware qui permet, grâce à un header, de faire justement le expand, le transclude automatique par injection côté back de get soi-même. Mais on peut aussi le faire au niveau du handler. Donc au niveau du handler, c'est-à-dire que si au moment où je récupère le client, dans ma requête de DB, je voulais faire un join en DB pour récupérer l'adresse principale, c'est vrai que je peux optimiser mes hits de DB jusqu'au handler. Donc j'ai plusieurs endroits en fait où je peux optimiser ma perf grâce au cache. Donc je peux l'optimiser au niveau du cache, je peux l'optimiser au niveau du middleware, je peux l'optimiser au niveau du endpoint du handler. Donc voilà, et du coup, la chance qu'on a, c'est que du coup, ce qu'il faut, quand même, ce qui est hyper important, c'est que Ketting, ici, analyse bien le embedded, qui est une lib qui joue le jeu. C'est-à-dire qu'il soit capable d'analyser le embedded en disant que, au lieu de faire le get, le XHR sur le lien, je vais regarder si je ne l'ai pas d'abord en embedded. Voilà, ça paraît... encore une fois, c'est pas compliqué, mais c'est quand même sympa quand quelqu'un l'a fait avant. Et là, je vous ai mis le lien parce que je trouve que j'ai découvert cet outil-là, Mermaid, qui permet de faire des diagrammes de séquence. C'est juste magique. Et l'autre aspect sur le cache, qui est, du coup, on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a cet espace, cette invalidation du cache. Et c'est ce qui permet justement d'avoir un front qui devient hyper réactif vis-à-vis de ce qui passe dans le back. C'est que du coup, on est capable à chaque fois qu'on injecte des transactions, donc à chaque fois qu'on manipule des ressources côté back, d'envoyer des instructions au front en disant « Ah oui, mais du coup, ce lien, il est plus valable. » Donc par exemple, le client, je sais pas, je change, là du coup, dans mon exemple, c'est j'ai modifié quelque chose qui change l'adresse, je dis regarde, cette adresse à ce lien, elle est plus valide. Ce qui fait que dans le cache Ketting, lui, il est capable de dire ok, cette ressource, cette représentation, elle est plus valide. Du coup, je refais un XHR, je refais un rafraîchi state, et du coup, avec nos hooks dans le front qu'on avait tout à l'heure, le loading se remet à loading, du coup, on n'a rien à faire dans le front pour avoir des fronts qui sont réactifs par rapport à ce qui se passe dans le back, par rapport à tout ce qu'on fait comme manipulation de ressources dans l'API. Et du coup, une fois qu'on a ça en tête, on évite d'avoir des ressources où dedans, des représentations de JSON où dedans il y a 200 champs. Et là, on se pose la question, ah ouais, d'accord, mais du coup la connaissance client, en fait, elle a un cycle de vie qui est différent du client. Donc je vais peut-être faire un concept, une ressource connaissance client, qui va varier, qui va bouger, qui a son propre cycle de vie, et du coup qui aura ses propres instructions de cache. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à beaucoup optimiser le caching avec une approche métier cycle de vie. Donc voilà, autrement dit, un peu domain-driven design, etc. Et du coup, ça nous aide pour optimiser. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, ça nous aide beaucoup à faire plutôt une optimisation justement de l'expérience. Un peu, vous savez, dans toute la perf, on a le time to first byte. Et il y a le time to interactive, où on voit que si je reprends un peu l'exemple ici, finalement c'est plus important d'afficher très rapidement le nom des clients et puis, je sais pas, 150 millisecondes après l'adresse, 200 millisecondes de pays, les contacts, etc. Parce que finalement visuellement, c'est beaucoup mieux que d'attendre 3 secondes d'avoir tout fetché. Et donc on voit que finalement d'utiliser le scénario 1, c'est hyper, en fait c'est même mieux niveau interaction, niveau ce qu'on aimerait proposer comme expérience. Voilà, donc après qu'est-ce qu'on a à la fin de faire tout ça, de l'hypermédia en mode design first, c'est que on a une API qui est bien documentée. Dans le front, comme je vous ai dit, c'est 3-4 lignes, c'est hyper facile. C'est sécurisé en TypeScript, parce qu'on a dérivé, donc si on change un nom de champ, ou si on change un nom de ressource, finalement, on fait un build, et puis, ah oui, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave, je corrige. On a bien la découvrabilité des concepts et des liens, donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir une expérience où tu connais rien au métier, mais tu navigues dans l'API,
Ah oui, tu comprends les relations, etc., sans aller regarder le schéma de DB. On a du cache qui est plutôt optimisé, comme je vous disais, pour le time to interactive. Et en plus de ça, on va dire l'effort a été plutôt maîtrisé et universel. On n'a pas développé un tooling, on n'a pas mis 2 ans de R&D pour faire ça. Donc moi c'est depuis 2017, j'en ai fait 5. Du coup, le feedback qu'on peut avoir des équipes, et puis il y a des gens avec qui je bosse ici qui pourront, vous pouvez en parler après avec la conf, ce qu'on vit en équipe aussi, de partager un peu, puis vous montrer un peu plus. C'est comme on gagne un temps fou. Le feedback, c'est ça devrait t'appliquer plus souvent, et c'est vrai qu'en vrai, ça marche. Ça permet de se concentrer sur le fonctionnel, et donc là, c'est bien, on est content parce que c'est un peu ce que Roy Fielding nous avait dit en 2008. Et puis enfin, c'est dommage que ça soit pas, il n'y ait pas un gros framework, que ce soit un peu plus massif. Donc en termes de traction et d'aura, donc j'essaie justement aujourd'hui déjà de vous le partager, et merci d'être là. Et comme je vous disais, il y a toute une décennie, pourquoi pas ouvrir ce chapitre pour que ce soit plus diffusé. Voilà. Il y a des micros pour les questions ou réactions. Est-ce que tu as réussi à mesurer l'overhead de la partie design first, de rajouter ces liens hypermédias dans ton design? Et la deuxième question qui est le pendant, c'est côté développeur, la difficulté si tu embarques un nouvel arrivant à rentrer dans ce mindset. Ouais. Du coup, sur l'overhead, sur le premier aspect, sur l'overhead, on va dire l'aspect hypermédia, il est faible par rapport à un overhead de décider de faire le design first. Donc c'est un peu, je dirais que dans ce que j'ai présenté, ce qui a plutôt été déterminant, c'est le fait de dériver tout l'effort qu'on fait en design first en type TypeScript. Et ça, c'est plutôt ça qui a apporté beaucoup de gains. Parce qu'au moins, on est sûr que du coup, le développeur front, lui, en fait, directement, quand il va créer ses composants, son storybook, en fait, il va directement utiliser la définition TypeScript. Et là, tout de suite, il voit les erreurs. Il dit « Ah ouais, non, mais je comprends pas le champ, j'arrive pas à comprendre », il va utiliser le type directement. Et donc, c'est plutôt, je dirais, sur ici qu'on a gagné justement en lien, en vélocité, pour un peu contrebalancer. On se dit « Bah ouais, mais pourquoi on irait faire toute une doc d'API ?» Au final, il faut qu'on implémente, quoi. Voilà, on est là pour ça. Et du coup, l'effort qu'on met un peu en amont, on le gagne beaucoup sur la dérivation en type TypeScript pour derrière tout ce qui est intégration. Et sur ton deuxième aspect, c'est un peu toujours la réaction initiale, c'est ouais, c'est intéressant, mais j'ai jamais fait, donc les réactions, c'est un peu de scepticisme, quoi. Scepticisme, donc là, le feedback, c'est d'essayer. Après, côté front, encore une fois, comme on gagne vite, c'est hyper naturel. Les fronts sont super contents, quoi. Ça trace, c'est nickel. On a les types, on a les liens, hop et tout. Et niveau back, ce qu'on gagne, c'est plutôt, c'est un peu plus pénible, on va dire, sur les 10 premiers endpoints. Mais c'est comme dans tout projet. C'est toujours au bout de 6 mois de projet qu'on se dit là c'est comme sympa d'avoir justement tout ce qui est statiquement typé pour continuer à évoluer, etc. Donc c'est pareil, c'est plutôt en évolution qu'on gagne et c'est là qu'on arrive à capitaliser. Il y a une question là-bas. Oui, merci pour la présentation. J'ai une question, j'ai mis en œuvre ça il n'y a pas très très longtemps et en fait ça marchait bien pour les aspects get. Dès l'instant où on commence à avoir des endpoints qui sont plus spécifiques à d'autres verbes HTTP, par exemple pour créer une ressource en particulier ou pour déclencher une action en particulier, comment tu fais pour décrire tes liens? Là, du coup, je l'ai un peu montré tout à l'heure. Il y a un standard qui s'appelle HL Forms, mais qu'on n'a pas encore trop exploité. Nous, on utilise des liens comme ça. Pareil, c'est une convention interne, mais elle n'est pas vraiment. Là, pour le coup, c'est pas universel.
C pour commande, au sens DDD du terme. Donc on a une commande pour manipuler la ressource. Et donc là, et ça, du coup, on utilise ce lien-là pour dire si on peut manipuler la ressource ou pas. Voilà, c'est pareil. Du coup, là, c'est une convention. Là, c'est que toutes les commandes sont des postes. Toutes les commandes sont des postes. Et après, du coup, on décrit les postes. Pareil, en OpenAPI, on dit sur tel poste, en entrée, on attend ça. En retour, on a un event, pareil, au sens DDD du terme. Donc ça renvoie généralement un 201, comme on a manipulé, ça a créé, etc. On a eu cas, et pareil là, du coup ce qui nous a aidé, c'est de se dire qu'est-ce qu'on ferait de plus naturel en niveau 2 et essayer de se dire justement on va capitaliser sur un peu la connaissance un peu commune des API. On va dire non, en gros on fait du get et du post pour manipuler et on s'est autorisé un petit delete. Mais voilà, c'est comme ça qu'on s'y est pris. Et après, du coup, sinon, l'autre possibilité, ça serait de mettre dans le lien, là, on peut mettre d'autres choses, on peut mettre une méthode. Mais pour le coup, on n'y a pas vu trop d'intérêt. La question sera plus à l'extérieur à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.